Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de France 3 Normandie à la une de votre édition régionale. L'ouverture de la chasse en Seine-Maritime. Nous participerons à une partie de chasse dans le nord du département. Les journées européennes du patrimoine. Dans notre région, les monuments religieux attirent du monde, 30% des visiteurs. L'abbaye de Jumièges fait partie des sites les plus fréquentés. Du monde aussi à Évreux pour le rassemblement de Harley et Customs. C'est la 21e édition. 5000 motos se sont retrouvées pour une balade dans la vallée de l'Eure. Ce dimanche, c'est donc une journée importante pour les chasseurs puisque c'est la date officielle de l'ouverture, du moins en Seine-Maritime. Dans l'Eure, ce sera dimanche prochain. Si certains parcourent les bois à la recherche de gibier, d'autres pratiquent la chasse postée. C'est le cas au hameau de Baudribourg à Saint-Hélier. Grégory Archiapati et Myriam Libert ont accompagné quelques-uns de ces passionnés. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils sont bel et bien là. Les premiers chasseurs de la saison ont monté leur poste à 7 h du matin. Vous avez tiré les premiers, les gars? Oui, on a tiré les premiers pigeons ce matin. C'était 8 h pile? 8h10. Ici, on chasse le pigeon ramier. Pour l'attirer, il faut bien entendu ne pas se faire remarquer. Les chasseurs se servent aussi d'appelants. Cela permet de simuler la pose d'oiseaux sauvages qui viennent se nourrir. Après 2 heures de chasse, premier bilan. On a tiré 7-8 oiseaux, on en a tué un. Et tirer un corbeau aussi. Donc quand on peut accrocher un corbeau ou deux au tableau, ça fait toujours plaisir. Et non, c'est une matinée calme, mais bon, on a le beau temps avec nous. Et puis on verra d'ici ce soir ce qui sera venu. Les prélèvements autorisés, entendez oiseaux tués, sont de 25 par journée de chasse et par poste. Des quotas instaurés pour préserver les ressources. Car il y a des espèces en effectif réduit. C'est le cas par exemple de la perdrix grise qui, à cause de conditions météorologiques défavorables, ne se reproduit plus. Pour la deuxième année consécutive, nous allons avoir un indice de reproduction qui va péniblement passer 2 jeunes par poule, ce qui va impliquer forcément des fortes baisses de densité au printemps prochain. Nous demandons aux chasseurs d'être très très prudents, même si les prélèvements sont très minimes. Le peu d'oiseaux qui sera sauvé continuera à renforcer les rangs au printemps. Le lièvre pourra être chassé à partir du 22 septembre, les perdrix faisant dès le 6 octobre. La saison de chasse s'achèvera le 28 février 2014. La belle météo de ce dimanche a permis aux amoureux du patrimoine et aux curieux de visiter de nombreux sites régionaux. 30 ans après la première édition, le succès était une nouvelle fois au rendez-vous de cette manifestation populaire. Exemple à l'abbaye de Jumièges avec Virginie Ducroquet et Hervé Colosio. La plus belle ruine de France, d'après les guides touristiques. L'abbaye de Jumièges est l'un des lieux les plus prisés lors des journées du patrimoine. Le musée des Beaux-Arts à Rouen, celui des impressionnismes à Giverny et le château de Gaillon sont aussi les stars du week-end. Le site est vaste, pas de file d'attente, pas de foule agglutinée, mais du monde. C'est l'occasion de découvrir un peu la région et c'est une bonne balade en famille. Et en plus, il y a le soleil, donc c'est très agréable. Jumièges, vous connaissiez l'abbaye? De nom, simplement. Et alors? C'est joli, c'est plein de découvertes. C'est un endroit historique qui a vécu les invasions des Vikings. Vous êtes venu de Paris pour le voir? Oui, nous sommes venus de Paris pour le voir. Lors de ces journées particulières, l'abbaye de Jumièges triple le nombre de ses visiteurs. En 2012, en 2 jours, 1800 personnes ont profité de la gratuité de l'entrée. Les estimations sont un peu en dessous cette année. La météo est moins ensoleillée. S'il ne fait pas très beau, bon, je vous dis, c'est un peu clément, enfin, c'est un petit peu entre deux. Donc on va faire à peu près 1200-1300 entrées, je pense. En dernier, on avait fait 1790 entrées. Il faisait très beau, donc ça attire beaucoup de gens. Mais la météo joue beaucoup, hein, c'est un site à ciel ouvert. En Haute-Normandie, entre 120 et 150 000 curieux apprécient les journées du patrimoine pour se promener. Le succès se confirme d'année en année. Et pour ces journées du patrimoine, France 3 vous a également ouvert ses portes. Vous êtes 260 visiteurs à être venus nous rencontrer aujourd'hui, découvrir les métiers de l'audiovisuel et la fabrication des programmes de votre télévision régionale. Et nous vous en remercions.
On passe au sport. Pour la reprise du championnat de hockey sur glace, les Rouennais recevaient leurs frères ennemis d'Amiens. Et pour un début, les spectateurs ont été gâtés avec un match d'une grande intensité et une victoire des Dragons rouennais, 5-4. François Verly et Philippe Derouet ont apprécié. Entre les deux meilleurs ennemis du championnat, il se passe toujours quelque chose. Ce sont les Amiénois qui tirent les premiers. Ce but de Carpentier après 3 minutes de jeu vient récompenser un bon début de match des Gothiques. La réplique des Dragons est immédiate, ou presque. Dimitri Tillet, tout juste 20 ans, marque là son premier but sous ses couleurs rouennaises. Cette saison, il faudra compter sur le 4e bloc des jaunes et noirs. Avant, il n'y avait pas forcément autant de temps de jeu que ça sur la 4e ligne. Donc du coup, cette année, c'est bien que le coach nous fasse confiance et ça va bien se passer, je pense. Les Dragons, tout feu, tout flamme. Guénette électrise la patinoire avec ce but plein d'opportunisme. Puis c'est au tour de Desrosiers de tromper Sobko. 3-1 à l'issue du premier tiers. Sur la glace et dans les tribunes, on se régale. C'est super des matchs comme ça, on en jouerait tous les samedis si on pourrait, mais malheureusement, le championnat ne nous le permet pas encore. L'attaque qui flambe et la défense qui flanche. Bouchard, étrangement seul, ramène les Gothiques à 3-2 avant que Casarine n'égalise, bien aidé par Fabrice Lenry. Cette équipe d'Amiens a du caractère. J'ai le sentiment qu'on a une équipe plus forte que l'année dernière. Et je suis convaincu qu'on peut faire de belles choses avec cette équipe. Dans le 3e tiers, Desrosiers, encore lui, redonne l'avantage aux Dragons. Mais Gascon permet aux Gothiques de recoller au score. 4 buts partout. Rouen et Amiens inséparables jusqu'à l'ultime seconde de la prolongation. Et ce but en mort subite de Marc-André Tinel. L'attaquant rouennais fête de la plus belle des façons la naissance de son premier enfant mercredi matin. L'Île-la-Croix peut respirer. Après 2 défaites au Trophée des Champions et en Coupe de la Ligue, les Dragons renouent avec la victoire. Et ce week-end, c'est aussi une reprise pour les basketteurs de Pro B. Rouen se déplaçait en Alsace pour rencontrer le promu Souffel-Weiersheim. Un début de saison raté pour les hommes de Laurent Ciara qui s'inclinent 62-69. On écoute le meneur de jeu du SPO, Philippe Da Silva. On savait que c'était une bonne équipe, hein. Ils ne sont pas montés pour rien. En plus, ils font leur premier match à domicile en pro, donc il y avait de l'engouement autour de ce match, ils allaient rentrer motivés. Maintenant, c'est nous. Avec tous les respects qu'on leur doit, je pense qu'on n'a pas joué à notre rythme, parce qu'ils ont imposé leur rythme, et c'est ce qui a fait la différence ce soir. Une rentrée réussie en revanche pour le Stade Rouennais, c'est du rugby. Le club accède cette saison en Fédéral 2. Les Rouennais ont offert un beau spectacle aux milliers de spectateurs présents cet après-midi au Stade Mermoz. Avec 8 essais marqués, ils s'imposent 56-18 face à Auxerre. Compte rendu de match avec François Verly et Philippe Derouet. Richard Hill est un homme de parole. Le nouvel entraîneur anglais du Stade Rouennais avait promis du beau jeu dès son arrivée au club. Promesse tenue pour ce premier match avec pas moins de 8 essais inscrits par ses joueurs. Anthony Vigourou, le premier aplati dans l'embut auxerrois. Si, on vous l'assure. Bientôt imité par Ben Mercer. Du beau travail pour cet ailier qui arrive d'Angleterre. 20 points à 6 à la mi-temps. Et bientôt 25-6 après cet essai collectif, magnifiquement conclu par Grégory Hanoc. Incontestablement, il fait bon jouer dans cette équipe. C'est vrai que c'est super transcendant parce qu'il y a les petits jeunes qu'on a vus formés ici, qui ont essayé ailleurs, qui reviennent. On a un apport vraiment plus qu'important des Anglais. Et là, il y a un truc qui se passe. Richard Hill a emmené dans ses bagages 5 de ses compatriotes, bien lui en a pris, car ils sont une vraie valeur ajoutée, à l'image de Luke Cousins, à la fois buteur et marqueur d'essai. C'est un effort collectif. On a déroulé notre jeu et on a su saisir toutes les opportunités. Mais il est encore trop tôt pour s'enflammer. Celui-là n'est pas mal non plus, il s'appelle Joe Elliott. Arrêté ou en mouvement, c'est un joueur efficace, mais il faut bien avouer qu'il n'y avait pas beaucoup d'opposition en face. Ben Mercer, lui aussi, a inscrit 2 essais dans cette rencontre, mais c'est un joueur français, Desportes, qui a clôturé la marque. Score final 56-20. Good job. Tout le monde a touché le ballon, tout le monde est content, mais il faut rester tranquille. Coup d'essai, coup de maître pour la bande à Richard. Dimanche prochain, le Stade Rouennais ira jouer au PUC.
Du handball féminin à présent avec les Havraises qui se déplaçaient cet après-midi à Mios près de Bordeaux pour le compte de la deuxième journée de leur championnat. Le match s'est terminé il y a quelques minutes à peine par la victoire des Normandes 25-23. 2 matchs et 2 victoires pour le HAC en ce début de saison. Et puis à quelques jours du début des championnats du monde de gymnastique en Belgique, le Sottevillais Dani Rodriguez est en phase de confiance puisqu'il finit 3e du concours des anneaux à Osijek en Croatie. Revenons à présent sur les actualités marquantes de cette semaine qui s'achève. Au sommaire, les négociations chez Revima, la mobilisation contre la réforme des retraites et bien sûr la démission du président de la région, Alain Leverne. Ce retour sur info a été préparé ce soir par Stéphane Gérin. Lundi, une réunion de négociation s'est déroulée chez Revima à Côtebec-en-Caux. La direction de cette entreprise, qui répare les trains d'atterrissage des avions, a proposé à ses salariés de travailler 3 heures de plus par semaine jusqu'à la fin de l'année et 2 heures de plus en 2014. Des heures sup non payées dans l'immédiat, mais la direction s'engage à augmenter tous les salaires sur les 3 prochaines années. Le salarié est gagnant puisque nous proposons à la place de primes des augmentations générales. Donc il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une compensation ou d'une compensation des heures, enfin de la semaine de travail qui est plus longue sous la forme d'augmentation générale dans les années à venir, à la place de primes. Donc effectivement, ce que nous proposons est meilleur que ce qui avait été proposé au mois de mars. La CGT refuse pour l'instant les propositions de la direction. Un référendum sera organisé la semaine prochaine pour connaître l'avis des salariés. Mardi, la mobilisation contre la réforme des retraites n'a pas attiré les foules. Au Havre, 3200 personnes ont manifesté à l'appel de la CGT, FO, Solidaire et la FSU. Ils étaient 1200 à Rouen. À noter dans les cortèges la présence de jeunes professeurs et même de lycéens inquiets pour l'avenir. Ils vont nous rallonger un petit peu maintenant, un petit peu après, et beaucoup encore plus tard. En fait, c'est un petit peu, mais tout le temps. Donc le problème, c'est que ça s'arrêtera jamais et qu'à la fin, on va se faire avoir. C'est évident. Allure, c'est le nom du projet de loi pour l'accès au logement défendu par la ministre Cécile Duflot et dont le texte a été examiné toute cette semaine à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures emblématiques, l'encadrement des loyers dans certaines grandes agglomérations françaises. En Haute-Normandie, aucune ville ne devrait être concernée, pas même Rouen, où ils ont baissé de 2% en moyenne en un an, selon l'Observatoire national de l'évolution des loyers. Depuis 2006, on est sur une progression des loyers de marché qui en moyenne chaque année de 1,4%. Rappelons que dans le même temps, l'inflation a été de 1,6%. Jeudi, Alain Leverne, sénateur et président socialiste de la région Haute-Normandie, a annoncé qu'il quittait la vie politique. Ses mandats prendront fin le 30 septembre prochain. Alain Leverne aura œuvré 30 ans au service des Normands. Une démission surprise au sujet de laquelle il s'est exprimé sur notre plateau. J'ai relevé tous les défis que j'avais devant moi. Je l'ai fait pour les Hauts-Normands. Et comme je veux le meilleur pour ma région, je pense que le moment est venu de la relève, de passer la main et de préparer l'avenir. L'avenir, je l'ai préparé. Une région saine, des grands projets qui sont enfin inscrits et qui seront réalisés, une administration que je salue et que j'aime beaucoup, qui est en ordre de marche. Et donc c'est cela, je veux le meilleur pour ma région et donc je prépare la relève. La Blue Car, le véhicule qui équipe le système de partage automobile parisien, pourrait être en partie fabriqué à Dieppe. Renault ainsi que le groupe Bolloré, qui exploite le système, ont annoncé vendredi leur intention de travailler ensemble dans ce secteur de la voiture électrique. Cela représenterait 3000 véhicules par an. Les amateurs de Harley, de custom et de moto étaient aujourd'hui à l'hippodrome d'Évreux. C'est l'un des plus grands rassemblements de bikers de France. Il est organisé depuis 21 ans et plus de 5000 motos y participent. Pour débuter la journée, les motards se sont offerts une très belle balade de 70 km dans la vallée de l'Eure. Frédéric Lafont et Éric Lombert. Un incroyable cortège, plus de 5000 motos, une demi-heure entre le premier et le dernier motard. Au cœur du rassemblement, les reines de la journée, les Harley Davidson.
Chaque année, l'événement attire des milliers de bikers. Harley, c'est un mythe, une légende et une façon d'appréhender la moto selon William et Maurice. C'est quoi l'esprit Harley-Davidson? Bah, c'est les copains, c'est une famille, c'est voilà, c'est surtout ça. C'est le son aussi? C'est le son, oui. Le son, c'est inimitable. Ah oui, moi c'est la mienne, je la mets en roue, vous verrez le son comment il est. Hein. Les Harley possèdent en effet un bruit inimitable et un style radicalement différent des motos japonaises. Elles sont taillées pour avaler les kilomètres. Mais le rêve a un prix. Francis n'a pas encore de Harley, mais il sait que ce sera le cas un jour. Qu'est-ce qui vous freine pour l'instant? Le budget. C'est cher une Harley? C'est très cher. Moi, c'est la dernière moto que j'aurai, je pense, l'Harley. Très bien. On se rapprochera de la retraite, alors. Voilà. Ça fera un beau petit cadeau pour la retraite. Beaucoup de cuir, de chrome rutilant, mais la Harley a aussi sa part de féminité. Comme le chantait une célèbre actrice, on n'est jamais aussi belle que sur une Harley-Davidson. Je la trouve très très belle. Elles ont toutes un trait de caractère différent, un bruit superbe et puis voilà. Et puis ça vibre, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Voilà, on pilote quelque chose parce que je suis aussi conductrice. Dans ce rassemblement, on ne se lasse pas d'apprécier le look de chaque moto, le soin apporté à chaque pièce, à chaque peinture. Tout cela fait qu'Harley-Davidson conserve sa part de légende. Restons dans l'heure pour poursuivre ce soir notre découverte de Verneuil-sur-Avre. Après les monuments historiques de la ville, rencontre aujourd'hui avec une Anglaise tombée sous le charme de Verneuil. Christiane Lablancherie et Jean Letellier nous emmènent en balade. C'est au château de la Puisée que Diana décide en 2002 d'ouvrir des chambres d'hôtes. Un vrai coup de cœur pour le site et la ville qu'elle propose de me faire découvrir à sa manière. Bonjour Diana. Bonjour, vous allez bien? Vous avez les mains pleines de farine, vous n'êtes pas tout à fait prête? En train de faire un gâteau pour le dessert. Pour les autres? Oui, pour les autres. Et alors quand est-ce qu'on va faire notre petit tour de On Verneuil? peut le faire vite fait, je vais le mettre au four et après on y va. Bon bah d'accord, on fait comme ça. Oui. Allez. Vite fait. Enfin, juste le temps d'éplucher quelques pommes, de trier les murs, sans oublier la touche normande. Mettre un petit peu de calva parce que les gens aiment bien les produits normands. Ça, c'est l'essentiel. Je vais le mettre au four, 40-45 minutes. Bon, bah c'est le temps qu'on a pour visiter Verneuil? Oui, je suis à vous. On y va? Très bien. Et c'est parti pour un périple à travers la ville qui commence sur les anciennes fortifications de la cité. Une balade que Diana effectue régulièrement. Son coin préféré, la gueule d'enfer. Il y a plusieurs légendes. La légende que je préfère le mieux, c'est une nonne apparemment au 19e siècle, dans les années 1820, qui s'est échappée de l'abbaye pour aller joindre un homme au paradis. Ça, c'est le nom d'un endroit là-bas. Et en fait, tout le monde disait qu'elle était tombée éternellement en enfer, donc la gueule d'enfer. Verneuil, c'est un peu une ville d'eau. On ne dit pas assez souvent ça. Oui, parce qu'en fait, on a deux rivières, l'Avre et l'Iton. Et en fait, l'Iton était dévié partout dans la ville. Donc, tous les canaux que vous voyez là, ça, c'est la rivière d'Iton. On ne dit pas Liton? Liton. Ah, il me semblait bien. C'est l'accent britannique. Hein. Passionnée d'histoire, Diana n'a de cesse de dénicher des pépites. Christian, je voulais vous montrer la tourelle. Cette tourelle, ça fait partie d'une maison qui est très très ancienne. Elle date de 1510. Et je trouve cette tourelle géniale. Elle est charmante et très sculptée. On dirait la tourelle de la Belle au Bois dormant. Moi, je viens de Winchester, ou pas loin de Winchester, dans le sud d'Angleterre. C'est l'ancienne capitale médiévale de l'Angleterre. Et il y a énormément de similarités entre l'architecture de Verneuil et Winchester. Ce n'est pas très étonnant parce qu'après tout, on est là à Verneuil sur la frontière entre la Normandie et l'Angleterre. Donc en fait, je me sens très très chez moi ici. Autre lieu, autre ambiance. Ici, Diana a ses habitudes de chineuse. Racontez-moi ce que c'est cette caverne d'Ali Baba. C'est la brocante de Baline. Il y a à peu près il y a 10 brocanteurs sur 1000 mètres carrés. Et on peut trouver énormément de choses par rapport à la décoration de la maison. Je
pense qu'on a bien mérité notre gâteau, hein, Christiane. On a beaucoup marché, j'ai froid. Diana, vernolienne pour toujours? Ah oui, toujours. Hein. La petite commune de Varengeville-sur-Mer commémore en ce moment le 50e anniversaire de la mort de Georges Braque, un hommage régional pour le cofondateur du cubisme qui a passé une grande partie de sa vie en Normandie. Mais c'est aussi un hommage national qui lui sera rendu au Grand Palais avec une rétrospective qui débute mercredi. Les œuvres venues du monde entier sont en cours d'installation. Valérie Gagé et Didier Dahan. Ce tableau-là, le grand public ne le verra jamais. Les coulisses d'une grande exposition à quelques jours de l'ouverture. Venus de 23 pays différents, ces caisses contiennent des trésors. Les tableaux de Georges Braque et quelques sculptures comme cette tête de cheval en bronze. Au total, 260 pièces prêtées par des musées et des collectionneurs. Sitôt déballées, elles passent sous la loupe des experts qui dressent un état des œuvres. C'est comme un carnet de santé en fait finalement de l'œuvre et ça sert à vérifier son état au fil. Avant l'exposition, des fois pendant l'exposition et après l'exposition. Un travail nécessaire pour les assurances. L'objectif est de restituer les tableaux dans l'état où ils sont arrivés. Cette nature morte à la nappe rouge, qui date de 1934, est passée au crible. Pour nous, ce qui importe surtout, c'est éventuellement les déformations de la toile, les craquelures, pour voir si elles évoluent, s'il y a des soulèvements. Brigitte Réal prépare cette exposition depuis 2 ans. Elle l'a conçue comme un parcours chronologique pour valoriser les temps forts du travail de Braque. Ça commence par le fauvisme en 1906. C'est une introduction formidable à sa création parce que ça va être un très grand peintre de paysage, un très grand coloriste. Ce sont des tableaux qui explosent de couleurs, et des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs naturelles du paysage. Et c'est là où on voit qu'il y a une véritable invention. En 1907, Braque rencontre Picasso. Le français est aussi discret que l'espagnol peut être exubérant, mais de leur collaboration naîtra le cubisme. Braque a très bien dit dans ses souvenirs, nous avons partagé une aventure commune, nous étions comme la cordée en montagne. Ça veut dire que chaque avancée de l'un était épaulée par l'avancée de l'autre. Ils avaient dit à leurs marchands communs qu'ils ne voulaient plus signer leurs tableaux pour que l'on puisse croire, pour qu'on ne puisse plus identifier quel tableau était la main de l'un et de la main de l'autre. Leurs routes se séparent avec la Première Guerre mondiale. Inlassablement, Braque poursuit ses recherches. Il invente la technique des papiers collés, introduisant dans ses tableaux des morceaux de carton ou des journaux. Il travaille inlassablement la matière, comme ici, en ajoutant un peu de terre sur sa palette. Ces effets de matière, on les retrouve notamment dans la célèbre série des oiseaux peinte à la fin de sa vie. Braque n'a sans doute pas la renommée qu'il mérite. Dans les pas de Paul Cézanne, ce précurseur a marqué l'histoire de la peinture au XXe siècle. Avant de nous séparer, jetons un œil à l'actualité de la semaine à venir. Mardi, la préfecture de Seine-Maritime procédera à un exercice départemental au Tréport. Il s'agit de tester la coordination entre les différents services d'intervention lors d'une pollution, ce que l'on appelle les plans Orsec et Polmar. Lundi à Rouen sera inauguré le nouveau port de plaisance situé à côté du bassin Saint-Gervais. Depuis son agrandissement, le port compte 100 anneaux et 50 places de remisage pour les bateaux. Et puis à partir de demain et pendant une semaine, c'est la 3e fête nationale de la gastronomie. 100 restaurateurs participent à l'opération Toc et Pommes de Normandie. Ainsi s'achève cette édition dominicale. Demain, vous retrouvez Stéphane Gérin pour vos informations régionales. Belle soirée, à demain. Bonsoir. Demain matin, après la pluie, ciel variable, nous verrons le soleil, mais en alternance avec des nuages qui nous donneront de rares averses, vent assez fort avec des rafales de 60 à 70 km par heure. Et minimal 10 degrés dans l'Orne, 11 degrés Rouen, Évreux, Saint-Lô et Caen, et 12 degrés à Étretat et à Barfleur. Demain après-midi, de plus en plus de nuages, puis de plus en plus d'averses qui se feront plus marquées, nombreuses et jusqu'à orageuses localement, avec encore un vent assez fort. Maximale très fraîche, au mieux 16 degrés. Mardi ensuite, ce sera franchement pluvieux, maximum à 17. Comme mercredi, avec un après-midi plus sec au nord. Un jeudi entre nuages, bruine et un peu de soleil suivra. Puis vendredi, de la pluie.